Réveil aux aurores en ce 31 mai 2023. À l'occasion d'un voyage surprise à Barcelone pour l'anniversaire de ma copine, un petit détour un peu plus au sud du côté de PortAventura était inévitable. Allez, on enfile le t-shirt Puissance Park et c'est parti pour aller chercher la voiture de location qui nous permettra de réaliser ce trajet d'1h15 jusqu'au parc. Après avoir attendu 20 minutes l'ouverture du parking à cause d'un soi-disant problème, nous pouvons enfin nous garer, mais ne vous attendez pas à être guidé comme dans les autres parcs. Ici, chacun se gare comme il veut, no problema. On en avait déjà entendu des propos sur PortAventura, mais là, le combo grid parking bloqué plus foutoir pour se garer introduit parfaitement la formidable gestion de ce parc. Après être enfin entré dans le parc, nous pouvons commencer à arpenter la magnifique zone méditerranéenne qui borde un grand lac. Sûrement l'un des points de vue de parc les plus reconnaissables en Europe, notamment grâce au roller coaster qui passe sur cette grande étendue d'eau. Ni une ni deux, nous entrons dans la file d'attente de celui-ci qui n'est autre que Furious Baco. Le chemin menant à l'attraction commence dans une très belle vigne avant de finir dans un ignoble parc à bœufs détruisant toute l'immersion au cœur du vignoble. Entrons dans cette grande gare et montons à bord de Furious Baco, qui possède des trains ayant la particularité d'avoir les sièges de chaque côté du rail et non au-dessus, un peu comme les wing coasters de BM. Le train avance sur quelques mètres avant de s'arrêter dans une salle qui nous introduit l'histoire d'un génie fou qui inventa une machine pour récolter les raisins. Cependant, son singe nommé Baco appuie sur un bouton rouge et boum! Sans avoir le temps de respirer, nous voilà propulsés dans le train à 135 km/h en 3,5 secondes. Une catapulte d'une puissance phénoménale qui te plaque au fond du siège. Une vraie merveille qui malheureusement est très vite oubliée avec la suite du parcours. En effet, le layout enchaîne avec 2 grands virages à droite et... je sais pas. Je vous avoue que j'ai tellement lutté contre les énormes vibrations du train que mon cerveau a oublié cette partie du ride. C'est un véritable enfer. Virage à gauche au-dessus de la catapulte avant d'arriver sur la seule inversion du parcours. Une inline twist très ample qui passe assez bien mais qui ne procure pas de grandes sensations. Arrive ensuite le fameux virage au-dessus du lac qui vire tout autant que les autres avant d'arriver sur les freins finaux. Alors, que penser de Furious Baco ? La première inspiration qui me vient serait de raser ce truc tellement ça fait mal. Cependant, le détruire serait supprimer cette catapulte d'une intensité divine car de nos jours, il n'y a plus que des propulsions magnétiques un peu moins puissantes. En revanche pour le reste, ça fait mal, c'est pas agréable et il va vraiment falloir faire quelque chose pour améliorer le confort. Sans pour autant beaucoup modifier le tracé qui possède de bonnes choses comme sa forte proximité avec le sol. En bref, Furious Baco possède uniquement la catapulte comme point positif et ne rend malheureusement pas hommage à cette magnifique zone méditerranéenne. Prenons maintenant la direction du fond du parc en passant par la très belle zone chinoise pour arriver sur l'une des plus grosses montagnes russes du parc, ce bon vieux Dragon Khan. Un coaster construit par B&M et qui s'avère plutôt correct pour son âge. En revanche, une chose m'a dérangé durant ce tour, c'est trop. Le coaster a détenu durant un certain temps le record d'inversion et j'ai juste l'impression qu'ils ont forcé pour en mettre le plus possible dans le layout. Celui-ci commence par une drop de 49 mètres, pas très impressionnante, pour arriver dans un grand looping suivi d'un dive loop qui vibre un petit peu, notamment dans les creux. On enchaîne avec un très bon 0 G-roll avant d'entrer dans un bon Cobra roll. Quelques vibrations avant d'arriver sur les freins de mi-parcours et repartir sur un nouveau looping. S'ensuit l'une des figures emblématiques de BM, l'interlocking corkscrew, un enchaînement de 2 inversions correctes pour arriver à la fin de cette sensationnelle aventure. Dragon Khan fait partie de ces BM old school très agréables à faire malgré de nombreuses vibrations. En même temps, après 28 ans de service, c'est normal et on peut lui pardonner. Le parcours de 1270 mètres reste assez intéressant même si la partie après les mid-breaks est presque de trop. Pas forcément en termes d'intensité, mais juste d'inversion. Cet effet too much donne l'impression qu'ils ont forcé pour obtenir le record d'inversion au détriment de la continuité et l'originalité du layout. Malgré cela, Dragon Khan reste une très bonne machine.
La chaleur espagnole arrivant petit à petit, nous décidons d'aller nous rafraîchir dans le Silver River Flume, un parcours de bûches mesurant 689 mètres de long, ouvert en même temps que le parc. Celui-ci nous plonge au 19e siècle sur les rives du tumultueux fleuve Colorado, et ça se ressent. Le parcours est composé de nombreux virages assez tortueux, ainsi que d'un courant très puissant que je n'avais jamais rencontré avant dans un autre flume. Ajoutez à cela 3 chutes, dont une de plus de 15 mètres qui mouille plutôt bien, et vous obtenez un très bon parcours de bûches. Alors oui, la thématisation n'est point très poussée, voire inexistante, mais le parcours créé par MacRides est plutôt intéressant. L'atmosphère aride du lieu ainsi que son enchevêtrement avec le train de la mine locale lui va plutôt bien. De plus, il offre de très beaux points de vue sur le parc. En conclusion, Silver River Flume est un bon parcours de bûches malgré le manque de thématisation. Continuons notre tour de la zone Far West avec le principal coaster de ce quartier, Stampeda. Sur notre route, nous aurons la possibilité de passer à proximité de la nouvelle montagne russe de PortAventura, Uncharted, un coaster encore en travaux lors de notre visite et qui ouvrira malheureusement 2 semaines plus tard. Encore une fois, mauvais timing. Trêve de digression, entrons dans la file d'attente de Stampeda affichée à 40 minutes d'attente. Ah, si seulement. 1h30. 1h30 d'attente au lieu de 40 minutes. Mais le pire c'est pas ça, le pire c'est quand t'arrives en gare et que tu vois le deuxième train dans la voie de garage. Tu demandes donc à un opérateur pourquoi ils ne mettent pas le deuxième train sur le parcours, puisqu'on a attendu 1h30, et qu'il te dit je sais pas, c'est mon chef qui décide, regarde au-dessus de la balustrade et se tape une énorme barre en ajoutant vous mentez, y a que 40 minutes d'attente. Non mais là je sais plus quoi dire, hein, c'est bon, hein. Allez. Non mais c'est une blague. Le mec se fout de ma gueule devant moi, mais c'est quoi ce parc? Mais ils sont formés où ces employés là? C'est un truc de fou. Se foutre ouvertement de la gueule d'un visiteur, alors ça c'est du jamais vu. Finalement c'est à l'image de la gestion de ce parc. C'est une honte. Bref. Stampeda est un roller coaster en bois qui possède la particularité d'avoir 2 parcours, l'un à côté de l'autre, faisant la course. Construit par Custom Coaster International, celui-ci s'avère assez fun bien que peu confortable. Ici, pas de grande sensation dans les virages et bosses du layout, mais l'envie de gagner face au train d'à côté. La partie après le tunnel où les trains se séparent pour se croiser face à face est très surprenante. En revanche, les vibrations dans ces vieux trains comeback sont plutôt désagréables. Stampeda possède donc un parcours rouge et un parcours bleu de 953 mètres chacun. Nous n'aurons malheureusement eu l'occasion de faire seulement le parcours bleu. On se demande pourquoi. Mais c'est pas si grave, car le coaster n'est pas de grande facture et mériterait d'ailleurs un bon retrack pour devenir vraiment intéressant. Si RMC passe dans le coin. Il est grand temps de passer du pire au meilleur de PortAventura. Un coaster aussi impressionnant par sa taille que ses sensations. Et non, je ne parle pas de Red Force, mais bien de Shambhala. Située dans une petite zone thématisée sur l'Himalaya, cette montagne russe construite par Bolliger et Mabillard en 2012 s'avère être exceptionnelle. Le parcours commence par un long lift offrant une magnifique vue sur le parc ainsi que la mer Méditerranée. Une montée qui fait également grimper la pression jusqu'au sommet. Et là, que dire de la descente qui s'ensuit? Une merveille. Celle-ci est interminable. Cette drop de 78 mètres offre une sensation de volée qui ne s'arrête jamais et d'une forte intensité. Au pied de celle-ci, le train passe dans un tunnel dans lequel il est possible de ressentir toute l'intensité et les forces que le train subit avec de petites vibrations. Rien de bien méchant, je vous l'assure. En même temps, un train de plusieurs tonnes fonçant à 134 km/h, forcément ça crée des contraintes sur le rail, c'est normal. Le layout se poursuit avec une énorme bosse, aussi appelée camelback, qui apporte cette excellente sensation de flotter en apesanteur. Un gros airtime qui se prolonge durant quelques secondes et s'avère être très agréable. Le train entre ensuite dans cette esperluette très ample mais qui te plaque tout de même au fond du siège avec une certaine force. Petite partie en ligne droite pour récupérer de toutes ces émotions et aussi pour placer le traditionnel trim break de chez BM. Avant d'enchaîner sur un nouveau camelback procurant également un bon floating qui, une fois passé, permet d'arriver sur le splash si emblématique de Shambhala.
La suite est composée d'un enchaînement de boss avares en airtime, mais moins puissantes que celles situées en amont. De petits floatings agréables nous accompagnant jusqu'à la fin du parcours. En tant que fan de roller coaster, il est difficile voire impossible de ne pas apprécier Shambhala. Une excellente première drop interminable et cette succession de boss durant les 1564 mètres du parcours procurant cette sensation d'airtime si recherchée par les fans. Alors oui, certains vont peut-être le trouver un peu mou par moment, mais cela s'explique par les préférences d'airtime de chacun. Certains vont adorer les floatings, comme ma copine, ce qu'on retrouve sur Shambhala, alors que d'autres, comme moi, vont préférer les éjectors, plus courts, mais plus intenses. Dans tous les cas, Shambhala reste une machine exceptionnelle qui se place parmi les meilleures d'Europe, même si la thématisation avec cet immonde parc à bœufs peut être améliorée afin d'assurer une immersion complète. Rien de mieux pour récupérer de ses émotions qu'une petite balade, direction Angkor située juste en dessous de Shambhala. Ce splash battle en plein milieu de la nature cambodgienne s'avère être très bien thématisé et dépaysant. Les décors sont plutôt jolis et les interactions entre les bateaux sont assez présentes, permettant d'être mouillé. Une attraction fun, humide et appréciable, notamment lors de fortes chaleurs. Continuons notre tour du parc en nous dirigeant vers Street Mission, un dark ride interactif inspiré de la célèbre série américaine des années 70, Sesame Street. La file d'attente est bien thématisée avec un pré-show qui introduit notre mission, récupérer le plus de cookies volés possible. Eh bien, nous avons été agréablement surpris. Le dark ride est ni trop long, ni trop court. Les différentes scènes sont sympathiques avec même de nombreux décors physiques qui augmentent l'immersion. Pour vous dire, je me suis même retrouvé des fois à tirer sur des vrais cookies qui finalement faisaient pas partie de l'écran. Cela prouve bien que l'intégration de la 3D est plutôt réussie, notamment grâce aux décors qui les entourent. Alors oui, la technologie est parfois capricieuse, notamment sur la précision des tirs avec notre stylet laser, mais cela reste très amusant. Quelle bonne surprise ce Street Mission quand tu ne t'attends à rien. Alors je vous conseille vraiment de le faire, surtout en famille ou entre amis. Rendons-nous maintenant vers l'une des reliques du parc, El Diablo Tren de la Mina, un mine train du constructeur Arrow Dynamics, un des précurseurs dans la construction de montagnes russes et qui a malheureusement fait faillite en 2002. Le parcours n'a rien d'exceptionnel, un enchaînement de virages plus ou moins amples, coupés par 3 lifts. En revanche, un détail nous frappe tout de suite à bord dès le premier virage. En effet, ce virage qui d'habitude s'incline progressivement dans celui-ci, vient ici prendre de l'angle durant la ligne droite, juste avant. C'est assez particulier. Malgré cela, les virages restent plutôt brusques, mais sans pour autant être horribles. Cependant, le parcours reste inintéressant en plus d'être haché par les lifts durant le parcours. Malheureusement, bien que ce soit une relique, El Diablo est un coaster facilement oubliable qui en plus prend beaucoup de place dans le parc. Une réhabilitation de cette attraction, voire même un tout nouveau coaster ne ferait pas de mal. Ne serait-il pas temps de retourner se mouiller un peu? Alors, ça tombe bien, il y a une attraction qui est faite pour ça. Direction la zone polynésienne pour aller faire Tutuki Splash, un shoot de chute Intamin ouvert la même année que le parc. Le parcours nous propose 2 drops ainsi qu'une petite partie balade à la découverte de la jungle, du volcan, mais également de nombreuses peintures rupestres d'une teinte blanchâtre magnifique et également à la texture collante partout sur les murs. Ah là là, une grande classe les Espagnols, dis donc. La première chute n'est pas très haute, mais par contre, c'est quoi cette immense vague? Un flot d'une grande puissance entrant partout dans le bateau. À peine le temps de réaliser ce qui vient de se passer que nous montons à nouveau le lift pour arriver sur la deuxième drop. Une chute de 15 mètres de haut avec la particularité d'avoir une bosse au milieu, une double down, qui te fait littéralement décoller du siège. La barre de protection n'est pas directement collée à tes cuisses mais légèrement surélevée et ne te maintient pas vraiment, ce qui permet de bien décoller du siège. Après s'être dissocié du siège, nous atterrissons avec le train dans l'eau et une énorme vague vient recouvrir le bateau et mouiller l'entièreté des passagers. S'ensuit un virage à gauche et fin.
Enfin, une vraie attraction aquatique digne des parcs américains qui mouillent beaucoup. Tutuki Splash s'avère sympathique et rafraîchissant au sein d'une végétation luxuriante qui nous a convaincus. Il est à présent temps de se diriger vers l'entrée du parc afin de nous rendre vers l'accès au deuxième parc du resort, le fameux Ferrariland. Mais cette visite sera pour une prochaine vidéo. Après cette découverte de Ferrariland, nous sommes de retour dans PortAventura pour aller faire un petit crédit. Une montagne russe de 207 mètres de long et 8 mètres de haut. Alors oui, Tami Tami est un roller coaster sans grande importance, mais pour les plus jeunes, celui-ci reste intéressant et fluide. Pourtant, celui-ci est du constructeur Vekoma et date quand même de 98. Alors s'il n'y a pas trop de files d'attente, vous pouvez y faire un petit tour. Et puis bon, ça fait plus 1 dans le coaster count. Alors que l'après-midi touche à sa fin, il est grand temps de se diriger vers la sortie du parc. Nous n'aurons malheureusement pas pu faire le coaster Tomahawk pour augmenter notre coaster count, mais également le raft local ainsi que la tour de chute Huracan Condor. N'étant pas fan de ces tours de chute, je vous avoue que celle-ci m'intimidait un petit peu. Donc ma copine a fait l'effort de ne pas la faire pour rester avec moi. Merci à elle. Cette journée dans ce parc espagnol restera tout de même plutôt bonne, malgré quelques couacs. En effet, les opérateurs qui prennent leur temps pour dispatcher les trains, qui te rigolent au visage, ou encore qui n'arrivent pas à ouvrir une porte de parking, montrent bien qu'il y a un véritable problème de gestion. Je n'ai d'ailleurs pas parlé des allées avec de nombreux détritus par terre, alors que le parc vient d'ouvrir et que nous sommes presque les premiers visiteurs de la journée à les emprunter. Juste ça, ça donne une information sur la gestion et l'entretien du parc. Et c'est dommage, les zones thématiques sont vraiment magnifiques et dépaysantes, il y en a pour tous les goûts. Le parc possède de bonnes attractions avec même des musts européens, mais il y a toujours un petit truc pour venir gâcher l'expérience du visiteur. Et non, je ne parlerai pas des groupes d'enfants insupportables qui dopent tout le monde sans qu'aucune action ne soit faite par les opérateurs. Et je n'ose même pas imaginer l'enfer que ça doit être de visiter ce parc en plein été. Ce contraste entre la qualité des offres du parc et la médiocrité de sa gestion me laisse un petit goût amer dans la bouche. Malgré cela, cette journée à PortAventura reste très bonne et j'ai hâte d'y retourner, notamment pour tester Uncharted et voir si la potentielle arrivée d'Universal peut changer les choses. Cela reste tout de même un très bon parc que je vous recommande de faire si vous êtes dans le coin. Voilà, ce trip débrief est à présent terminé, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner vos retours d'expérience sur PortAventura dans les commentaires, cela m'intéresse grandement. Vous pouvez également soutenir mon travail gratuitement en likant, partageant et en vous abonnant à ma chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas, soyez toujours à l'heure du trip débrief. Ciao!